centaine de personnes réunies pour rendre hommage à Patrice Clette et dire non à la montée de la violence en Guyane. Un rassemblement qui s'est tenu hier soir, place des Palmistes, à l'initiative du Comité pour plus de sécurité. Le COSEG annonce une action musclée vendredi. Retournement de situation dans le conflit de la RCT. Aujourd'hui, le directeur et une grande majorité d'agents fustigent le mouvement de grève lancé hier par une minorité. Seuls 7 sur 140 employés seraient en grève selon la direction. Enfin, la SAM élargit son cercle d'action. L'association sportive de Makouria, spécialisée dans le basket, se met à l'aïkido. Les cours ont démarré il y a 10 jours. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un escadron de 72 gendarmes est arrivé hier soir sur le territoire. Promesse du ministre de l'Intérieur faite aux parlementaires de Guyane suite au meurtre de Patrice Clette la semaine dernière. Dans le même temps, environ 80 personnes se rassemblaient place des Palmistes avant de se diriger vers l'hôtel préfectoral pour dire leur colère et le ras-le-bol de la population face à la montée de la violence. L'occasion aussi de rendre hommage aux victimes. Une marche pacifiste, mais la forme devrait bientôt changer, indique le COSEG, à l'initiative de cette rencontre. Jonathan Lariot. Fait que notre solidarité près d'eux soit plus grande. Fait que notre colère se transforme en détermination de tout faire de notre part pour que cette terre soit plus fraternelle. C'est un message d'espoir que l'évêque de Guyane partage hier soir pendant la manifestation du COSEG. Devant la préfecture, près de 80 personnes ont répondu à l'appel du comité de suivi pour plus de sécurité en Guyane. Je pense que c'est tout à fait normal. Il faut quand même amener cette lumière que nous avons amenée pour pouvoir quand même changer ce système. Il faut une présence plus forte de la population. Donc je pense que mobiliser la population, peut-être qu'on n'y arrive pas, ne se sont pas concernés, mais il faut une mobilisation plus forte de la population. C'est ça qui fera en réalité bouger les choses, c'est quand le peuple descend dans la rue. C'est vrai que cela ait vraiment un impact. Bon, on le sait bien, on a fait une marche de 1200 personnes à la mort de Maurice Chantegnou. Ça n'a pas eu d'impact. Être présent ce soir, c'est une façon aussi de montrer ma solidarité avec donc tous les Guyanais, mais aussi de dire aussi que c'est ensemble qu'on peut y arriver en fait. Une démarche pacifiste. Les présents ont exprimé leur soutien à la famille du dernier mort en date, Patrice Clette. Quelques bougies allumées devant l'hôtel préfectoral, suivies d'un moment de recueillement. Le problème de l'insécurité en Guyane, c'est un problème économique, éducatif et santé et d'immigration. C'était la dernière acte de pacifique que nous faisons. Et nous ne pouvons plus marcher, nous ne pouvons plus nous rassembler. Et aujourd'hui, s'il faut aller clasher, nous clasherons. Et puis nous répondons au ministre qui nous avait dit un jour quand il était arrivé à Guyane, le 5 ans ne saura pas où en mettre. Mais cette forme de manifestation n'est pas au goût de tout le monde. Cette peu courage face à une démarche qu'il juge trop laxiste. On est là en train d'allumer des bougies pour des gens qui sont morts, quand il faut agir pour les gens qui sont vivants. La jeunesse part en couille, les gens partent. De faire comprendre aux gens d'arrêter de braquer nos mamies, braquer nos mères, de se prendre pour des bad boys, des gens qui se lèvent à midi, qui ne vont même pas chercher un travail. Et les Guyanais qui savent qui ils sont ne les dénoncent pas. On va dans quoi ? Demain, ça peut être vous, ça peut être lui, ça peut être ce monsieur, ça peut être celui-là, ça peut être tout le monde. Jusqu'au jour où les gens vont en avoir marre et vous allez voir que ça va être un bête sang. Mais pour le COSEG, cette manifestation n'est que les prémices d'une tempête à venir. Une autre action est prévue ce vendredi et devrait être plus corsée. Et sachez que les obsèques de Patrice Clette se tiendront demain après-midi à Sinamari. Pour l'occasion, la collectivité territoriale met à disposition des moyens de transport pour rejoindre la commune de l'ancien conseiller municipal. Pour ceux qui le souhaitent, le départ sera donné à 12h30 à l'hôtel Ketaï à Cayenne. Autre manifestation de colère et de solidarité, nous vous en parlions hier, les maires de Guyane ont affiché porte close aujourd'hui. À l'appel du président de l'association des maires, les bureaux des différentes municipalités sont restés fermés au public dans tout le territoire. Je rejoins à présent notre invité ce soir, Gabriel Serville. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première chose, en tant que maire de Matoury, avez-vous respecté le mot d'ordre ? Le mot d'ordre a été respecté ce matin. Les agents étaient sur place, mais n'ont pas reçu les administrés. Donc la matinée a effectivement été respectée. On rentre tout de suite dans le vif de l'actualité. À l'annonce du décès donc de Patrice Clette, tous les parlementaires de Guyane ont rencontré les ministres de l'Intérieur, de la Justice, mais aussi de l'Outre-mer à Paris. Le ministre de l'Intérieur en a profité pour confirmer des moyens matériels déjà annoncés, mais aussi de nouveaux, des supplémentaires, qui devraient parvenir aux forces de sécurité avant la fin de l'année. Et puis cet escadron de gendarmerie mobile arrivé hier soir pour au moins un mois en Guyane. Est-ce bien satisfaisant ?
Alors c'est satisfaisant parce que dans les médias, ça permet de rassurer la population, ça permet de mieux encadrer le territoire, mais on peut se dire que ça ne sera pas satisfaisant dans la durée. Parce que les problèmes de l'insécurité, on a bien compris, sont de tous ordres. Et je pense qu'il va falloir que l'on prenne le temps pour pouvoir approfondir la situation, faire un véritable diagnostic de territoire qui va nous permettre de voir quelles sont les réponses que l'on peut apporter, en sachant que dans cette affaire-là, tout le monde est responsable, chacun à son niveau. L'État porte sa part de responsabilité, bien entendu. Les collectivités territoriales, la CTG, ont leur part de responsabilité. En tant que maire, nous sommes en train, depuis quelque temps, de remettre en place le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous avons fait un gros effort pour pouvoir renforcer l'effectif de la police municipale en créant le corps des SVP. Et puis bien évidemment, il y a la société civile elle-même. Je parle de la cellule familiale des parents, parce que je considère qu'il n'est pas normal quand on voit la jeunesse de ces nouveaux délinquants, ces jeunes de 14-15 ans qui braquent, qui tuent. Je me dis que là, on ne pourra jamais mettre un gendarme ou un policier derrière chaque jeune de Guyane. Donc il y a véritablement une société qui est en train de partir à la dérive, comme l'a dit la personne qui a été interviewée. Donc nous devons aussi travailler sur ces éléments. Dans le sens de ce que vous étiez en train de dire, on parle de ces 72 personnes en renfort des forces de l'ordre, surtout pour l'île de Cayenne d'ailleurs, qui vont ensuite bouger un peu plus partout en Guyane. Quand même, en Guyane, on compte environ 4000 hommes dans les forces de l'ordre. C'est un peu plus, voire beaucoup plus pour certains territoires que de nombreux territoires, de nombreux départements français. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors c'est vraiment là le paradoxe, parce qu'on se rend bien compte que la Guyane est un territoire qui est très policé. Et lors de la rencontre avec Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, on a eu à rappeler les statistiques où la Guyane se classe premier département le plus criminogène de France devant les Bouches-du-Rhône. Mais la contradiction, la différence, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, les gens qui sont tués, les gens qui se font assassiner, appartiennent en général à des milieux. C'est le milieu de la pègre marseillaise, par exemple, c'est le milieu de la drogue. Alors que chez nous, nous sommes dans une situation qui est radicalement différente, parce que n'importe quel citoyen qui est assis à la terrasse de sa maison, qui est dans son salon, peut se faire agresser à n'importe quel moment. Ce sont des actes qui ne sont pas prévisibles. Et c'est ça qui fait que cela rend difficile, effectivement, la prévention de ces risques-là. Donc c'est une action qui doit être particulièrement ciblée à ce qu'est la Guyane. Mais on ne peut pas mettre en place une action pertinente si, en amont, on n'a pas réussi à faire un vrai diagnostic. Et je crois que c'est ce travail-là que nous devons faire aujourd'hui. Vous parlez de diagnostic, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Mais moi, je l'ai dit, les communes peuvent mettre en place le contrat local de prévention de lutte contre la délinquance. Au niveau de l'État, mettre les moyens, mais je pense qu'il y a un travail à faire avec les familles. Moi, j'imagine très bien qu'à l'Éducation nationale, on puisse mettre en place un projet pour que, à période régulière, dans une forme pas trop coercitive quand même, mais qui soit rendu obligatoire, qu'on fasse passer un message chaque semaine auprès de nos enfants durant une année scolaire sur le retour à certaines valeurs qui nous font défaut, expliquer aux enfants le sens de la vie, la valeur de la vie. Il y a des jeunes qui nous disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité dans leur environnement. C'est l'autorité qui manque à la maison. C'est le fait que les forces de l'ordre se fassent caillasser. Même les pompiers qui vont porter secours se font des fois caillasser dans certains quartiers. Donc, il y a nécessité de revenir à ces valeurs. Donc, il faut avoir un projet global à l'échelle de la Guyane. Moi, je le dis, les forces de l'ordre sont nécessaires pour pouvoir traquer les voleurs, pour amener tant soit peu la sérénité. Mais je pense qu'en amont, il y a un gros travail à faire, et c'est un travail qui va prendre du temps, parce que faire le diagnostic, trouver les failles, trouver les lacunes, voir comment on va mieux encadrer les jeunes à l'école, dans les associations, en extérieur, tout ça, ça prendra un certain temps. Accompagner les familles qui sont dans le besoin, des femmes seules qui sont isolées, qui n'ont pas toujours les moyens d'éduquer leurs enfants. Un parent qui part au travail le matin à 6h30, qui rentre à 19h fatigué, mais il n'a pas le temps d'avoir ce contact avec ses enfants. Donc il faut créer des passerelles, trouver d'autres lieux de discussion avec cette jeunesse pour pouvoir la repositionner sur les rails de la bonne éducation. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait ce travail-là, au bout d'une année, on peut facilement voir les résultats. En tout cas, je l'espère. La question du travail revient beaucoup, c'est-à-dire les inégalités. Ces jeunes qui souvent se retrouvent désœuvrés auraient besoin d'être dans une vie active pour pouvoir éviter ce type de schéma. À ce niveau-là, parce qu'on parle de l'école, mais quand même à ce niveau-là, aujourd'hui, avec les jeunes qui sont déjà là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est vrai que l'oisiveté est un déterminant qui peut par moments pousser à de mauvaises fréquentations, et cela peut déboucher effectivement sur des actes délictueux. Mais il y a aussi la lutte qu'on doit mener contre la circulation des armes à feu. Les jeunes peuvent se procurer trop facilement des armes à feu sur le territoire de la Guyane. Il faut lutter contre le trafic de stupéfiants, contre la drogue, des jeunes de plus en plus jeunes qui ont accès au cannabis, à la cocaïne, contre l'alcoolisation précoce.
On le voit près de nos commerces de proximité, jusqu'à très tard dans la nuit, il y a des personnes qui restent là, qui s'alcoolisent lourdement, et après ça dégénère, après ces gens-là peuvent partir dans de multiples directions. Il faut que la société se dise, effectivement, là on a des problèmes, on va les analyser, on va regarder comment et où ça se passe, et après qu'on se donne les moyens de trouver les éléments justes qui soient adaptés à cette situation. Le ministre de l'Intérieur a également demandé au préfet de recevoir rapidement les grands élus de Guyane pour une conférence publique sur la sécurité. Une de plus, j'ai envie de vous dire, donc ça veut dire que les maires, les conseillers de la collectivité territoriale et les parlementaires vont se retrouver pour une table ronde. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle rencontre ? Déjà, demain matin, dans le cadre du congrès de l'Association des maires de Guyane, je vais poser cette interrogation parce que je pense qu'il aurait été judicieux que les élus de Guyane se soient vus avant que d'aller dans cette rencontre avec Monsieur le Préfet, même si cela a été demandé suite à notre passage au ministère de l'Intérieur. Je vous dirais que je n'attends pas plus que ça, sinon que ça soit un moment de rencontre pour qu'on se dise des choses, qu'on essaye d'entamer la réflexion sur la préparation du diagnostic et qu'on puisse sortir de là avec un discours qui soit fort. Alors, parmi les discours forts, moi, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai dit au ministère de l'Intérieur qui semble ne pas comprendre tout à fait les problématiques de la Guyane lorsque j'ai évoqué la nécessité pour la Guyane, à titre provisoire et expérimental, de modifier sensiblement les critères qui permettent de définir les conditions de légitime défense. Moi, je considère qu'à partir de maintenant, il faut mais moi, je dis qu'il faut l'adapter. C'est-à-dire que les brigands potentiels, les tueurs potentiels doivent pouvoir se dire, avant de pénétrer la maison de quelqu'un, que eux-mêmes vont se mettre en situation d'insécurité et que ce sentiment d'insécurité ne soit pas que l'apanage des honnêtes citoyens qui n'ont rien demandé à personne. Il est évident que face à ça, ça pose une vraie question, c'est une vraie problématique à laquelle, de toute évidence, le ministère n'est pas prêt à répondre. Et d'ailleurs, quand on me dit que la Constitution prévoit que toutes les lois votées par le Parlement doivent s'appliquer sur l'intégralité du territoire national, j'ai répondu au cabinet du ministère que si la France connaissait le taux de criminalité que connaît la Guyane depuis quelques années, cela fait belle lurette qu'elle aurait changé la législation. Moi, je pense qu'il faut aussi renforcer l'arsenal pénal et puis faire en sorte, comme disait Pasqua, même si ce n'est pas ma référence, qu'on puisse terroriser les terroristes. Merci Gabriel Serville d'avoir répondu à nos questions. On poursuit dans l'actualité judiciaire. Le procès de Fabrice Magloire s'est tenu ce matin. Souvenez-vous, son arrestation avait provoqué une nuit d'émeute devant la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni en septembre dernier. Le prévenu a été présenté au tribunal correctionnel pour outrage à gendarme, excès de vitesse, omis d'obtempérer et menace de mort. Le procureur de la République a requis 18 mois d'emprisonnement, annulation du permis de conduire ainsi qu'une amende pour excès de vitesse. Son avocat a tenté de démontrer des anomalies dans le dossier. On l'écoute au micro de Caroline Alcide. De l'examen de ce dossier, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des procès-verbaux qui contenaient des informations insincères. À titre d'exemple, il y a dans la procédure un procès-verbal qui attesterait qu'un policier municipal interrogé par les gendarmes aurait indiqué en amont de l'interpellation de M. Magloire que celui-ci détiendrait des armes. Nous avons interrogé ce policier municipal qui était dans un premier temps très surpris, puis indigné par ces propos qui lui étaient attribués et qui n'a pas manqué de faire une attestation indiquant qu'il n'avait jamais indiqué cela. Donc nous avons déposé une plainte pour faux et usage de faux qui est périphérique au procès qui s'est joué ce matin. Un second élément qui a attiré notre attention, c'est le fait qu'il y a un procès verbal qui indique que le maître chien est affirmatif sur le fait qu'il n'y a personne qui a été mordu lors de l'interpellation. Or, il s'avère que nous avons, au-delà d'une photographie qui atteste que la sœur de M. Magloire a été mordue, un certificat médical qui corrobore le fait qu'elle a été mordue par un chien. Donc là encore, nous avons saisi le procureur de la République. Peut-être que dans ce dossier, il y avait des éléments qui provenaient des gendarmes, qui peut-être ne reflétaient pas la vérité. La clé de ce dossier est de savoir qui était le conducteur du véhicule. Les gendarmes laissent à penser qu'il y a une substitution de conducteur entre le moment où le véhicule serait passé devant le radar et le moment où il y a l'interpellation. Ce que disent M. Magloire et sa concubine, c'est qu'à aucun moment il n'y a eu d'interversion et que donc les gendarmes se trompent en indiquant que c'est M. Magloire qui aurait été le conducteur. Alors, se trompe-t-il de bonne ou de mauvaise foi? C'est la question que j'ai soumise au débat. Ce qu'il est important de retenir, c'est que on pourrait penser que la concubine de M. Magloire fait un faux témoignage pour sauver son compagnon. En indiquant à la barre du tribunal quelle est la conductrice du véhicule, elle s'expose à ce que le procureur la poursuive, elle, pour les infractions qui sont reprochées à M. Magloire. Elle en a parfaitement conscience. Elle assumerait éventuellement ce choix de poursuite. Et le verdict dans ce dossier sera rendu le 13 décembre.
La grève de l'UTG à la régie communautaire de transport se poursuit. Le piquet a été déplacé de la CACL pour rejoindre l'entrée du dépôt de la RCT depuis ce matin. Mais le mouvement prend une nouvelle tournure. La direction ainsi qu'une grande partie des employés contestent les revendications des grévistes. Mieux encore, le secrétaire général de l'UTG en fait partie. Il s'est exprimé au micro de Jonathan Lariot ainsi que le directeur de la RCT. Ce n'est pas un problème Olivier Goudet, Albert Darnal, M. Banis, hein, c'est l'ensemble du personnel qui aujourd'hui dénonce ce blocage totalement. À un moment donné, je pense que le personnel, nous allons nous réunir afin de demander à la présidente de faire en sorte que l'entrée de notre entreprise soit débloquée. Il est hors de question d'accepter que quelques individus minoritaires qui statutairement ne sont pas dans les règles, illégales, donc laisser mener une action contre la majorité. On a à dire que 100% des conducteurs aujourd'hui roulent ce matin. Ça c'est important et on a un service minimum à hauteur de 60%. On a instauré depuis quelques mois un vrai dialogue social puisqu'on met en place plein d'outils, à savoir des comités de suivi, des groupes de travail. C'est important au niveau de cette société et je crois que c'était ma mission principale, c'est de renouer le dialogue. Et c'est ce qu'on est en train de faire et force est de constater que la majorité des personnels aujourd'hui travaillent. Donc on a à peu près 7 à 12 personnes grévistes sur 140 personnes, quoi. Autre mouvement social, plusieurs agents des finances publiques étaient en grève aujourd'hui à l'appel d'une intersyndicale nationale en cause des suppressions d'emplois provoquant, selon les grévistes, une restructuration du service public. Depuis 2008, 25 000 postes ont été supprimés dans le cadre d'un plan de restructuration, des licenciements qui devraient se poursuivre. La représentante syndicale FO s'est exprimée au micro de Caroline Alcide. C'est les suppressions d'emplois qui perdurent depuis la création de la DRFIP de la Guyane, de la DRFIP en général en 2008. Il y a eu 25 000 suppressions d'emplois. En Guyane, ces suppressions d'emplois ont eu lieu et on arrive à une stagnation de l'emploi. Mais on est quand même en sous-effectif par rapport à la population qui s'accroît, par rapport aux demandes qui sont très importantes, tant sur Internet que lorsque les gens viennent. La direction dit que nous sommes favorisés puisqu'il n'y a pas de suppression d'emplois en 2016, il y a eu une stagnation. On parle même de création d'emplois. Mais c'est largement insuffisant par rapport à ce qu'il nous faut. À côté des suppressions d'emplois, il y a les restructurations. Le démantèlement du service public. Le démantèlement du service public, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sera plus présent sur tout le territoire là où on était. Pour vous donner une idée, le centre des finances publiques de Katouri va disparaître, près de la SGDE. Ça va disparaître. On reste au chapitre social. En Guadeloupe, cette fois, un collectif de riverains en colère a en partie bloqué l'accès à la commune de Bélif hier. En cause, depuis près d'une semaine, l'eau est coupée car impropre à la consommation. Après plusieurs tentatives, les habitants n'ont pas réussi à rencontrer la présidente de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, Nathalie Dinan et Patrick Curie. Nous voulons de l'eau au robinet et de l'eau potable. C'est le message délivré par les riverains de la section Mabouya à Baïf. Ils avaient installé un piquet de contestation sur le pont, la manifestation d'un ras-le-bol collectif. Nous avons des problèmes de récurrents d'eau, de distribution, de potabilité. Et antérieurement, nous avions fait les mêmes demandes. Les promesses ont été faites, aucune promesse n'a été tenue. Donc aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour la 3e fois pour demander à la CASBT quelles sont les dispositions qui sont prises. Ces riverains, membres de plusieurs associations, résidents de Saint-Robert, de Karata, de Plessis, ne supportent plus ce manque d'eau qui dure des jours. Une situation anormale que pourtant certains jugent supportable. Ces riverains sont en colère. Nous avons envoyé du courrier, nous avons téléphoné, mais nous téléphonons, il n'y a pas de réponse. À aucun moment, il y a un mépris. À aucun moment, elle a osé nous répondre, ne serait-ce que d'envoyer quelqu'un, alors que depuis 4 heures du matin, nous sommes mobilisés. Nous laissons passer quand même les voitures prioritaires, c'est-à-dire les ambulances, les voitures avec même personnel, avec des gens à bord, des malades, des perfusés, des dialysés. Donc nous filtrons par rapport à ça. Mais cela dit, regardez le mépris, depuis, personne n'est venu
nous voir. Il n'est plus question d'attendre, d'accepter encore des promesses. Conscients de gêner, ces résidents n'ont nul autre recours. Pouillot, on désode qu'à mettre on l'ode. Mais le combat que nous menons actuellement, ce n'est pas un combat de 2, 3, 4, 10 personnes, 100 personnes. C'est un combat pour la population. Et ce n'est pas la population que de Baïf, la population du département, des 32 communes du département. Donc nous sommes mobilisés tout maintenant. Tant que nous n'aurons pas une réponse, des preuves que des démarches ont été faites, des solutions ont été trouvées, qu'ici, à notre demande, nous allons par mesure de sécurité débarrer la nuit à partir de 19h-20h, mais demain matin, nous serons encore sur les lieux. Après Capesterre, maintenant Baïf, ces mobilisations risquent de se généraliser, car aux Saintes, à Port-Louis ou aux Abîmes, c'est le même problème. Retour chez nous avec du sport maintenant. Je vous le disais en titre, l'aïkido rejoint l'Assam. Après de nombreuses années consacrées à la pratique du basketball, l'association sportive de Makouria devient un club omnisport. Elle a profité de sa journée annuelle porte ouverte la semaine dernière pour présenter sa nouvelle discipline et son nouveau visage. Jonathan Lariot. À main nue ou au bâton, l'aïkido sait faire face à tout type de situation. La discipline prône une philosophie basée sur la non-violence. Pour un pratiquant d'aïkido, c'est en la force de l'adversaire que réside le secret de la victoire. Un objectif à atteindre, tout en ne cherchant pas le contact violent. On utilise la force de l'adversaire pour pouvoir le contrôler, l'immobiliser au sol, ou se dégager d'une saisie ou d'une attaque. Au lieu de détruire la personne qui vient face à vous, on s'arrange, on essaie techniquement de déconseiller l'autre, de continuer son acte délictuel ou son agression. Donc le but c'est ça, de l'aïkido. Maîtriser l'autre ou lui faire comprendre que son geste n'est plus, n'a pas lieu d'être. Ici, l'aïkido est synonyme de renouveau pour le club de l'Assam de Makouria. Connu jusqu'alors pour son club de basket, un des meilleurs de la région, l'association ouvre ses portes à une seconde discipline, l'aïkido, et devient un club omnisport. Dans notre projet de club, il était notamment précisé que nous allions ouvrir à d'autres activités. Il y avait une demande, une forte demande, et d'entrée, on a pu mettre en place, avec un éducateur diplômé, cette section pour les entraînements. Notre section Assam basket, l'année dernière, on était 150 et on va passer, je suis sûr, entre 200 et 220 personnes d'ici à la fin de saison 2016-2017. Les cours ont commencé il y a une semaine, avec déjà une vingtaine de participants. On termine cette édition avec ces quelques mots, ceux du festival Lire et Dire, organisé par l'association Zoukouyanyan. Apéro conte, stage d'écriture, conte en quartier. L'événement cible toujours un large public et s'adresse à toutes les générations. Et pour cette deuxième édition, le festival accueille des conteurs québécois, congolais et tziganes pour des représentations à Cayenne et Kourou. Ayodele Germa. Il était une fois une famille de voyageurs, une petite famille de voyageurs. Il y avait le père, la mère et un enfant. Un garçon à peu près de votre taille. On a, j'allais dire, un rôle éducatif, lutter contre l'illettrisme. Malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés. Donc, à travers les contes, c'est sensibiliser les enfants, développer leur imaginaire, mais également à travers la lecture, leur donner envie de lire à travers des contes qui sont très simples. On va même jusqu'à la création de contes par les enfants. Les enfants vont créer leurs propres contes, ils vont les mettre en images et nous on fait des petits fascicules qui sont après diffusés. C'est lire et dire, c'est-à-dire à travers le conte, sensibiliser les gens, c'est le côté culturel mais également le côté éducatif dans les maisons de quartier, dans les écoles, avec des points forts dans les maisons de quartier. Bon, on aura Bonhomme à l'avenir et autres. Et également, on a des points forts, par exemple, mercredi, avec les contes amérindiens, avec amérindiens donc, qui viennent du Québec, amérindiens également de Guyane, des Guyanais. Également, on a un point très fort, très important, c'est samedi prochain, donc avec une mise en scène du livre de Serge Patient, en partenariat avec l'association René Marant. Et donc, on va mettre en conte son livre, parce que c'est une partie poétique, une partie de conte. Ça se passera à l'encre, donc. Et donc, il y aura également un hommage à monsieur Serge Patient.
Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle l'essentiel à retenir ce soir. Près d'une centaine de personnes réunies pour rendre hommage à Patrice Klett et dire non à la montée de la violence en Guyane. Un rassemblement qui s'est tenu hier soir place des Palmistes à l'initiative du Comité pour plus de sécurité. Le COSEG annonce une action musclée vendredi. Retournement de situation dans le conflit de la RCT. Aujourd'hui, le directeur et une grande majorité d'agents fustigent le mouvement de grève lancé hier par une minorité. Seuls 7 sur 140 employés seraient en grève selon la direction. Enfin, l'ASAM élargit son cercle d'action. L'association sportive de Makouria, spécialisée dans le basket, jusque-là se met à l'aïkido. Les cours ont démarré il y a 10 jours. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain, même heure.